Petite information concernant la biomasse et le biodiesel d'une façon générale, puisque c'est la première intervention, donc c'est l'occasion ou jamais. La biomasse ou le biodiesel rentre dans un cadre, disons, beaucoup plus vaste qu'on appelle les métiers verts, c'est-à-dire, ou green jobs, c'est connu surtout avec cette appellation-là, c'est les green jobs. Pourquoi on parle de green jobs alors qu'on est en train de parler d'une méthodologie ou d'un système scientifique, technique, ainsi de suite. Les green jobs ou les métiers verts sont d'une importance capitale puisqu'ils permettent d'un côté d'avoir un gain énergétique très important. Quand on parle des métiers verts, on parle aussi du solaire, de l'éolien, du biodiesel, de l'ensemble des énergies renouvelables qu'on peut développer actuellement. Donc, les métiers verts sont d'une importance, j'ai dit capitale, puisqu'ils permettent d'un côté d'avoir un gain énergétique très important, en deuxième point, de s'aligner avec les normes environnementales existantes actuellement, et en troisième point, qui est à mon avis un point très important, surtout avec la conjoncture actuelle, d'absorber ou de diminuer le taux de chômage existant actuellement dans le monde. Une étude récente a été faite actuellement en Tunisie. Vous savez très bien qu'il y a eu une révolution en Tunisie, en quelque sorte, à cause du chômage. Cette étude-là, qui a été faite récemment, montre que les green jobs ou les métiers verts peuvent absorber annuellement, ils peuvent diminuer, autrement dit annuellement, dans l'ordre de 2,3%, ce qui est très important, 2,3%. Donc, surtout si on arrive à maîtriser ces métiers verts. Parmi ces métiers-là, on peut parler de biodiesel, de la synthèse d'une biomolécule énergétique qui peut servir dans le domaine énergétique. Donc ici je vais commencer ma présentation. Donc notre but était au départ de produire du bioéthanol à partir de l'alpha ou l'alpha en français. Ça a été fait avec un groupe d'enseignants, de docteurs, donc Madame Manel Ziadi et quelques étudiants aussi avec nous. Ce travail-là a été fait à l'Institut supérieur de sciences et technologies de Bourg-Sedreya, là où j'enseigne, qui se trouve dans la technopole de Bourg-Sedreya, qui regroupe pratiquement l'énergétique, donc tout ce qui est solaire, qui contient un centre d'énergétique, d'eau, de biotechnologie et un centre de matériaux. Pourquoi on a opté envers le half? Normalement, vous pouvez me dire, on peut synthétiser, on peut isoler de la bioéthanol à partir de n'importe quelle substance riche en sucre. Il est à signaler ici que l'alpha qu'on est en train de valoriser, une substance naturelle qui existe, qui est très abondante en Afrique du Nord, elle se trouve, c'est une plante sauvage qui se trouve en bas de l'Atlas, donc elle commence du Maroc et elle finit en Tunisie. En plus de ça, l'alpha est très connu en Tunisie pour la fabrication de papeterie. En plus de ça, l'alpha est une substance qui existe dans les régions les plus délaissées de la République. C'est à Sidi Bouzid et à Gasserine, là où il y a eu le déclenchement de la révolution. Donc, je vais faire un petit rappel. Donc, pour les cas biocarburants d'une façon générale, ils peuvent être des combustibles liquides ou gazeux qui peuvent être utilisés comme tous les autres combustibles, que ce soit dans le domaine du transport ou autre. On peut classifier les biocarburants en 3 sous-classes qui sont ce qu'on appelle la première génération de biocarburants, la deuxième génération et la troisième génération. Ici, on essaye d'expliquer rapidement c'est quoi la première génération, c'est quoi la deuxième génération et c'est quoi la troisième. En bref, la première génération, les substrats utilisés sont des substrats qui sont très riches en molécules glucidiques telles que les graines, le sucre, les graines, ainsi de suite. Après une fermentation de l'amidon, on peut retrouver du bioéthanol. On peut faire un biodiesel en faisant une réaction d'estérification avec un acide gras afin d'obtenir cette molécule-là.
Pour la deuxième génération, ça part, vous voyez ici qu'on passe d'un substrat simple à un substrat, entre guillemets, un peu plus complexe, qui peut être par exemple une biomasse lingocellulosique, une biomasse végétale. Pour la troisième génération, on va conserver la même substance pour faire du bioéthanol, mais on va synthétiser de l'acide gras ou du lipide à travers des microalgues. Au cours de cette présentation, on va se contenter de la première partie seulement. Donc ici, c'est un schéma qui regroupe tout ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Donc que ce soit à partir des graines, à partir de tout ce qui est végétal ou à partir des extractions d'huile, ainsi de suite. La deuxième génération, il s'agit de la même chose, mais tout en utilisant d'autres systèmes un peu plus complexes. Donc l'extraction, l'obtention des sucres est un peu plus complexe. Pour la troisième génération, on peut l'avoir surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, en utilisant les microalgues, par exemple, comme étant des sources lipidiques. Donc, revenons maintenant à la synthèse des bioéthanols. Donc, le bioéthanol est d'origine biologique. Le mot bio a une connotation toujours biologique. L'éthanol, c'est toujours l'éthanol, mais quand on attribue le préfixe bio, ça veut dire que c'est un éthanol qui est issu d'une substance biologique ou agricole. Il peut être lui-même utilisé comme étant un biocarburant, et donc c'est un vecteur énergétique issu de l'agriculture et appartenant à la famille des énergies renouvelables. Il y a un problème maintenant, l'augmentation des prix de la matière première agricole depuis son utilisation dans la production de biocarburants de première génération. En quelque sorte, l'obtention du bioéthanol à partir de ces substances végétales a piétiné tout ce qui est agriculture classique, comme tout ce qui est blé et tout ça, et on a planté à sa place d'autres substances qui pourraient être très riches en éthanol. Afin de surmonter ce problème-là, donc on a pensé à des substances végétales abondantes, sauvages, qui ne sont pas utilisées dans l'agriculture. Et c'est pour ça qu'on a opté, ou bien on a pensé à l'halfa. Donc on a pensé, donc l'halfa c'est une biomasse lingocellulosique. Donc elle renforme, pour les gens qui connaissent un petit peu la biochimie, 60% du polysaccharides, autrement dit elle est riche en sucre. Donc ça permet d'avoir du bioéthanol à la fin. La matière première c'est considérée comme étant un sous-produit. Et surtout, il n'y a pas de concurrence avec les cultures alimentaires. On n'utilise pas l'halfa pour l'alimentation, donc son utilisation pour synthétiser du biodiesel n'a en aucun cas une concurrence avec les cultures alimentaires. Donc ici c'est une photo de halfa tunisienne. Donc c'est une plante herbacée, vivace. Bon, il y a des détails normalement qui concernent que les gens qui s'intéressent à la biologie végétale. Elle se trouve dans les régions arides, à l'ouest du bassin méditerranéen. Elle sert, comme j'ai dit tout à l'heure, à fabriquer du papier et elle se trouve essentiellement dans les régions de Kasserine, Sidi Bouzid et de Gafsa. Autrement dit, pour plaisanter un petit peu, si on arrive un jour à faire du bioéthanol dans ces régions-là, ça va être le nouveau Koweït tunisien. Ça ne serait plus des régions délaissées par le gouvernement. Voilà, donc... la composition de la biomasse lingocellulosique, donc la matière lingocellulosique, c'est pratiquement la paroi des cellules végétales. Et il y a aussi ce qu'on appelle la matière sèche d'une plante qui est composée à 85 jusqu'à 95% de matière lingocellulosique. Et ici, il y a un schéma qui représente les structures moléculaires de ces lingocelluloses. Donc, la matière lingocellulosique, elle contient 40% de cellulose, 26% d'hémicellulose et 20% de lignine. Les lingocelluloses peuvent être présentes sous forme de polymère, de sucre, qui a une structure fibrillaire qui peut être dégradée, mais il est difficilement dégradé. Ce qu'on a fait au cours de ce travail, c'était un traitement. On a fait des traitements, mais pour vous expliquer au départ, on a fait un traitement chimique qui est en quelque sorte désastreux dans certains cas. Et des enzymes, il n'y a que les enzymes qui sont capables
de libérer les unités de sucre. Vous voyez ici, il y a un schéma un peu complexe, mais à partir de la biomasse lingocellulosique, on peut arriver à la fin à l'obtention de l'éthanol. Donc, au niveau de notre travail qui a été fait à l'Institut, donc on a fait un pré-traitement par hydrolyse enzymatique qui nous a permis, en gros, de libérer ces molécules, ces macromolécules en petites molécules. Après, ça c'est la suite de l'hydrolyse enzymatique. C'est une explication maintenant de l'hydrolyse. Donc, vous avez des macromolécules qu'on coupe à travers des enzymes. Et donc la cellulase, le lactase, le xylase, c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Après, on a essayé d'obtenir, de stérifier à partir de l'arabinose ramifiée. On a essayé aussi de l'arabinose qui n'est pas ramifiée, de l'arabinose, on a essayé de faire une stérification suite à un clivage des sucres. Après, on a l'obtention du sucre ne veut pas dire qu'on a obtenu un alcool. Donc, il faut passer par une étape de fermentation. Donc, on a essayé de fermenter les molécules glucidiques qui se trouvent, qu'on a déjà libérées. Donc, le glucose peut être transformé en éthanol par une levure bien déterminée, qui est citée là-bas. Ça y est, j'ai presque fini. Qui est, à mon avis, important, de l'ordre de 0,47 g d'éthanol par gramme de glucose. La productivité est supérieure à 5 g litre/heure. La concentration finale de l'éthanol est voisine à 10% en volume. Il y a une certaine résistance à l'éthanol et peut être mise en œuvre industriellement. Donc, pour en quelque sorte récapituler ce que j'étais en train de dire, donc, pour faire une optimisation du traitement de l'alpha, on utilise des méthodes avec des plans d'expérience. On essaie après de jouer sur plusieurs facteurs afin d'optimiser l'obtention de l'éthanol. Surtout, on essaie en jouant sur quelques paramètres tels que la température, la concentration en acide et le temps de la réaction ou la cinétique réactionnelle. La réponse ensuite est mesurée par la lenteur, la teneur en sucre totaux et en sucre réducteur. Finalement, pour expliquer un petit peu le plan d'expérience, on a essayé de mettre ces paramètres-là ensemble. Donc, on a pratiquement 3 paramètres. Donc, on a une matrice qui contient la température, le temps et le pourcentage en acide, qui nous permet, après optimisation, d'avoir le meilleur rendement possible en bioéthanol. Donc finalement, ce plan factoriel complet de l'ordre de 2 à la puissance 3, c'est la matrice en fait, va permettre de choisir les conditions optimales pour le pré-traitement de l'alpha afin d'obtenir le meilleur rendement possible en bioéthanol. Ça, c'est la première partie du travail. Parallèlement à ça, ce que je n'ai pas présenté aujourd'hui, on a essayé, mais c'est en cours, ou c'est un peu secret aussi, on a essayé d'identifier une espèce de micro-algue qui se trouve sur le littoral tunisien. Bon, on peut dire que cette espèce-là peut se trouver partout sur le littoral maghrébin ou méditerranéen. Je ne suis pas encore sûr, car il faut faire l'expérience. Mais on a déjà identifié l'espèce qui pourrait nous donner le meilleur rendement en lipides. Grâce à des amis microbiologistes aussi, on va essayer de ce qu'on appelle d'induire la production lipidique, d'augmenter cette production lipidique afin d'avoir à la fin une réaction d'estérification qui va se faire entre l'éthanol et ces lipides-là pour avoir une nouvelle molécule obtenue, c'est ce qu'on appelle la 3e génération, une nouvelle molécule de biodiesel qui rentre, voilà, qui se trouve dans le cadre de la 3e génération. Je vous remercie.